bonsoir tout le monde, bienvenue chez Arcaril, on se retrouve pour une vidéo de jeu évidemment comme d'habitude. Mais on va faire un truc un peu nouveau cette fois-ci. J'avais envie de m'attaquer à un livre-jeu solo. Les Tisseurs de Rage, qui est un jeu édité par comme une boîte polonaise, un auteur polonais, donc un certain Paweł Zimski. Et ce jeu a été donc financé via Kickstarter et est sorti en français en fait quasiment il me semble hein, en même temps hein, la traduction a été faite simultanément en fait dans différentes langues, il me semble différentes langues, au moins le français ça c'est sûr puisque je l'ai maintenant en français. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de s'attaquer à quelque chose d'un petit peu différent, un peu plus narratif, un peu plus posé. Et, donc voilà. Alors cette boîte, enfin ce livre est arrivé dans une boîte avec tout un tas de petits matériels tout à fait sympathiques qui permet vraiment de faire un peu plus qu'un livre de jeu classique type livre dont on est le héros, puisqu'on se retrouve avec des maps tactiques aussi, des petits standees pour faire le héros et les ennemis. Et puis ben voilà, donc là les fameuses maps elles sont là, on les verra un peu plus dans le détail, mais voilà on a quelques-unes, on va pas trop se spoiler. Sans doute que je me suis un peu fait plaisir avec la version, je sais plus exactement, je crois que j'ai un petit peu plus que la version de base. Hein. J'avais acheté quelques petits suppléments, j'ai des dés, alors ça je pense que c'est inclus déjà dans le jeu, mais je me rappelle avoir pris des cartes comme ça, puisqu'en fait en explorant on va gratter et on va découvrir petit à petit la carte de l'univers, enfin j'imagine du monde ou je sais pas quoi, où on va évoluer et je m'en suis pris d'autres au cas où voilà, s'il me prend l'envie de retenter d'autres chemins dans le jeu. Voilà, donc c'est un truc assez complet finalement. On a une aventure complète, on a donc avec tout un beau bouquin à lire ensemble. On a une fiche de personnage, on est vraiment dans une partie jeu de rôle solo quoi. Hein. Avec une évolution. Écoutez, tout a l'air d'être bien pensé. Voilà, là j'ai des petits standees en plastique, je sais pas trop pourquoi. Peut-être que c'est pour éviter les standees en carton. Bon, je sais plus si c'est pareil, si c'est du bonus ou pas. Je vous avouerai que je me rappelle pas trop. En tout cas, j'ai pensé m'attaquer à ce jeu-là parce que j'ai vu qu'il y avait une nouvelle version qui allait sortir, une extension peut-être. Enfin, en tout cas, je crois qu'il est passé par le Kickstarter. Alors, attendez, est-ce que c'est Kickstarter ou est-ce que c'est GameFound? Ah, j'ai un petit doute. Enfin bon, sur une plateforme de participative, évidemment. Et, euh, et donc l'auteur a voulu lancer peut-être une suite ou quelque chose comme ça, et hop, il a décidé de reporter son projet. Peut-être, alors je sais plus trop pour quelle raison, peut-être que c'était voilà, qu'il n'était pas satisfait de comment ça se passait, peut-être que son produit n'était pas encore terminé. En tout cas, voilà comment ça s'est fait. Voilà, je rapproche un tout petit peu mon micro pour que ça soit un peu plus clair. Hop, voilà. Donc, l'idée, c'est de s'attaquer un peu au livre, le regarder, voir un peu le matériel, et puis se lancer doucement dans l'histoire qui est proposée. Voilà. Alors, hop, on réajuste un tout petit peu la caméra. Voilà avec quoi on va beaucoup jouer hein, ce livre. Donc il est accompagné d'une fiche de personnage. Alors on va interpréter un nain. Voilà, un nain. Une fois n'est pas coutume. C'est pas le type de personnage que j'ai tendance à jouer généralement. Ça m'est finalement peu arrivé de jouer des nains en jeu de rôle. C'est pas que j'aime pas spécialement les nains, mais je sais pas, c'est pas forcément les choix que je fais. Mais ça m'est arrivé, hein. Je crois que c'est des bêtises. Il me semble que j'avais un nain prêtre à une époque aussi, ouais. Mais j'ai pas tant joué que ça avec. En tout cas, voilà une fiche de personnage qu'on va s'amuser à remplir. Qu'est-ce qu'on a eu là? Donc les fameuses fiches de cartes là qu'on va devoir gratter, façon jeu à gratter là. Donc voilà, on va découvrir ça. Les maps, il y en a quelques-unes, elles sont pas nombreuses, mais il y en a quelques-unes.
J'ai pas trop envie de trop les regarder, on va garder un peu de surprise. Et puis bah, il y a tout un tas de standees, pareil, je veux pas trop m'étendre sur le... pas trop spoiler, garder un maximum de mystère pour... pas surtout pour vous, moi je les vois, hein, mais voilà, on va surtout, je pense, commencer par sortir notre personnage. Ça peut être pas mal, hein. Où est-ce que je l'ai vu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu mon ami? Le voilà, je crois. Donc ça, c'est notre personnage. Ouais, il ressemble bien. Hein. Et donc, voilà, un bon vieux nain à la barbe rousse, avec un bouclier et une hache. Bien, quoi. Voilà, nickel. Ok, donc, découverte totale. Fournit aussi le crayon avec la gomme. Nickel. Donc là, on déballe et c'est parti, on joue. Pas besoin d'aller au magasin acheter d'autres matos. Il y a tout ce qu'il faut. Alors, les amis... Allons découvrir Les Tisseurs de Rage. Un livre-jeu solo de Pavel Diemski. Traduit par Anna Sarapouk. Merci Anna pour cette traduction. Voilà, donc là on a un petit sommaire avec la traduction, la frontière du Nord, Erin Go-Bragg et l'épilogue, le guide du monde et la fiche de personnage. La fiche de personnage, j'en ai qui ont été... données en plus, ou peut-être fournies, ou peut-être rajoutées. Donc en effet, il y a une fiche de personnage à l'arrière du livre, mais voilà. J'en ai 3 en fait. Et donc j'en pourrais en faire aussi quelques copies si besoin. Alors, on y va avec les règles du jeu. Introduction. Les Tisseurs d'Ombre est une aventure solo qui se présente sous la forme d'un livre-jeu dans un univers de fantasy. C'est une histoire dont vous êtes le héros. Vos choix vous mèneront à l'une des fins possibles ou à la mort glorieuse de votre personnage. Êtes-vous prêt à relever le défi? Création de personnage. Donc, vous incarnez Timin. Timin, on va l'appeler Timin, d'accord? Timin, un nain mercenaire. Avant de commencer votre aventure, vous devez définir les caractéristiques de votre personnage et les noter sur la fiche qui se trouve à la fin du livre. Voilà, la fiche, elle est là. Par ailleurs, nous vous conseillons de dessiner une carte du monde au fur et à mesure de votre avancée. Un espace est réservé à cette fin à côté de la fiche de personnage. Alors c'est peut-être ça. Ça doit être ça. Voilà. Maintenant, est-ce que ça remplace ça? Peut-être. Je ne sais pas. On va voir. Très bien. En tout cas, on a il faut éventuellement faire un plan à l'ancienne. Hein. Pour personnaliser le style de jeu de Timin, voici selon vos préférences, vous allez lui attribuer des points supplémentaires classiques en jeu de rôle, en dextérité et en sagesse. Ces caractéristiques peuvent évoluer au fil de votre aventure. Alors, on va commencer directement à faire notre fiche de personnage. Alors, je vais mettre mon personnage là parce que, alors, malheureusement, je suis gaucher, donc je vais le faire comme ça. Hop, voilà. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons vitesse, nous avons dextérité, nous avons sagesse, nous avons coefficient d'armes, coefficient d'armure, or et point de vie. Est-ce que c'est les points de vie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, c'est les points de vie. Donc, vitesse. Le livre nous dit la valeur par défaut est de 2. Elle peut être modifiée par certains paragraphes spécifiques. Donc on va se mettre vitesse 2. Dextérité, donc 5 plus un nombre de points de 0 à 4 que vous déciderez d'y allouer, voir ci-dessous. Ok, donc j'ai vérifié, enfin j'ai lu un petit peu avant, donc on a 4 points à se répartir entre sagesse et dextérité. Donc on peut mettre équilibré en mettant 2 dans chaque, ce qui nous ferait un score de dextérité de 7 et sagesse de 7. Ou éventuellement se donner un avantage, soit dans un côté plus physique avec dextérité, ou un côté plus mental avec la sagesse. Il conseille d'être plutôt sur un score équilibré dans le livre. Je vais plutôt faire ça. Je vais plutôt suivre les conseils pour une première partie. Donc je vais me mettre 7 en dextérité et 7 en sagesse. Hein. 5 plus 2, 5 plus 2. Coefficient d'armes, j'ai 0. Vous commencez l'aventure avec une hache de base, mais vous pourrez récupérer de meilleures armes qui amélioreront votre coefficient. Donc je commence avec un bon vieux 0. Et armure, pareil, vous pourrez récupérer de meilleures armures pour améliorer votre coefficient de défense. Voilà. Or, 50. Ah ouais, c'est bien, on commence déjà avec des sous. Ah, un bon vieux nain, quoi. Alors l'or, c'est important. Et les points de vie, donc on en a 20. C'est aussi votre maximum de points de vie. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas aller apparemment au-delà de 20 points de vie.
Donc voilà, je vais lui rajouter son petit nom. Donc c'est Timin. Voilà, Timin. Et donc on va poursuivre la lecture. Donc là ça explique l'histoire de points à se partager. Donc attention, vos points de vie ne pourront jamais être supérieurs à 20. S'ils tombent à 0 ou moins, rendez-vous au paragraphe 225 dans la frontière du Nord, 110 dans Erin Gobrak, 69 si vous êtes tombé au combat, ou 70 si vous êtes mort hors combat dans l'épilogue. Ok, donc on se rapportera à cette page-là si besoin. Alors, test de caractéristiques. Certains paragraphes vous demanderont de tester l'une de vos caractéristiques, par exemple tester votre sagesse. Pour ce test, vous devrez effectuer un jet de dés ou un pile ou face. Voir pile ou face. Pour pile ou face, ouais, je crois comprendre à peu près comment ça fonctionne. Pour que le test soit une réussite, la somme de vos dés doit être inférieure ou égale à la valeur de caractéristiques testée. Dit autrement, plus le résultat de dés est faible, meilleures sont vos chances. Une valeur de caractéristiques élevée vous garantit des succès plus fréquents. Ok. Donc en ayant 7 de dextérité, il faut donc que je puisse lancer, j'imagine, un jet de dés, donc 2 dés, j'imagine, et que je dois faire 7 ou moins. Blessure. Lorsque Timin est blessé, les tests sont plus difficiles. Si vous avez moins de 10 points de vie, mais plus de 4, vous devez ajouter une pénalité de plus 2 au résultat de vos dés. Alors, c'est là, je pense. C'est cette zone, pardon, c'est cette zone grise là. Et je pense que la dernière zone qui est plus noircie. Si vous avez 4 points de vie, 4, 3, 2, 1 ou moins, vous avez une pénalité de plus 4 au résultat de vos dés. Donc là, là ça craint. Je vais faire un petit rappel ici. Plus 2 et plus 4. Voilà, petit rappel sur ma feuille de perso. Voilà, exemple, Timin a 8 points de vie et doit effectuer un test de sagesse. Pour cet exemple, sa sagesse est de 7 et il n'a pas de modificateur. Il lance 2 dés et obtient 6. Comme il a été blessé, il doit ajouter 2 à ce jet. Il obtient donc un résultat de 8 qui est supérieur à sa valeur de sagesse. Il échoue au test. Voilà. Simple. Donc n'oubliez pas d'appliquer les modificateurs requis. Le cas échéant, certains paragraphes peuvent vous en imposer et certains objets peuvent vous aider à réussir un test. Si le résultat des dés est supérieur à la valeur de la caractéristique testée, le test est un échec. D'accord. Supérieur. Pour chaque test, consultez le paragraphe qui correspond au résultat obtenu, succès ou échec. Donc c'est inférieur ou égal pour la réussite. Inférieur ou égal, tout va bien. Pile ou face. Le deuxième type de test que vous pourrez rencontrer dans les tisseurs d'orage est le pile ou face. Il s'agit simplement de tirer à pile ou face à l'aide d'une pièce de monnaie. Et d'ailleurs, j'ai une petite pièce métallique fournie par le jeu, à l'effigie d'une tête de nain. Enfin, oui, c'est ça, c'est une tête de nain. Ou d'un marteau de nain. Donc voilà, face et pile. Donc on choisit le côté, on lance la pièce, attrapez-la au vol, vous laissez la tomber par terre, peu importe la technique, c'est le résultat qui compte. Si la pièce de monnaie, une fois retournée et immobilisée, a atterri sur le résultat que vous avez choisi avant votre lancer, le test est réussi. Bon, le classique pile ou face, quoi. Donc ok, ça marche. Après, ça nous parle des combats. Donc il existe 2 types de combats, les affrontements contre plusieurs adversaires à jouer sur le plateau de jeu, et les duels contre un seul ennemi à jouer sans plateau. Donc on ne va pas forcément toujours utiliser les standees, si j'ai bien compris. Les consignes données pour chaque combat indiquent également les caractéristiques des ennemis et le type d'affrontement auquel vous avez affaire. Elles définissent également le type de combat qui vous attend et les règles spéciales qui s'y appliquent. Parfait. Qui ont priorité sur les règles génériques, le cas échéant. Si le combat se déroule sur le plateau, les consignes vous indiqueront aussi le terrain et les figurines à utiliser. Ok. Donc, Timin a toujours l'initiative en combat, il joue en premier. L'ordre est indiqué dans le paragraphe. Lors d'un manche de combat, chaque personnage joue un tour. Lors de son tour, le personnage peut se déplacer ou non, puis attaquer ou non. La phase de déplacement survient toujours en premier lors d'un tour d'un héros. Ensuite vient la phase d'attaque. Donc on se déplace et on attaque après. On ne peut pas inverser apparemment. Timin aura parfois des alliés qui lui garantiront des effets spécifiques. Donc chaque manche est donc composé de plusieurs phases consécutives de déplacement ou d'attaque. Timin se déplace et combat, puis son premier adversaire se déplace et combat, puis son deuxième, puis le suivant, etc., etc. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ait joué et la manche est terminée.
D'accord. Pour la phase de déplacement, on déplace team 1 à hauteur de sa valeur de mouvement. Donc pour l'instant c'est 2. Il est possible de n'en faire qu'une partie ou de ne pas se déplacer. Phase d'attaque de team 1, attaque normale, attaque spéciale ou pas d'attaque. Puis phase de déplacement de l'ennemi 1, phase d'attaque de l'ennemi 1, déplacement de l'ennemi 2, déplacement de l'ennemi attaque de l'ennemi 2, etc., etc. Voilà, la manche s'achève lorsque tous les combattants ont effectué leur action. Très bien. Donc une première manche est suivie d'une deuxième, puis une troisième, etc. jusqu'au moment indiqué dans les consignes de combat concernées ou jusqu'à la mort de tous les ennemis ou de team 1. Les conséquences de l'issue du combat sont également détaillées dans les consignes correspondantes. D'accord, phase de déplacement. Donc on peut se déplacer en ligne droite pour déplacer un personnage, déplacer sa figurine sur une case orthogonalement adjacente. Pas de diagonale. Très bien. Lors de la phase de déplacement, le personnage peut se déplacer d'autant de cases que sa valeur de vitesse, on l'a vu. Ok, et on peut éventuellement ne pas se déplacer du tout. On ne peut pas se déplacer, ne peut pas traverser un obstacle tel qu'un mur, un pilier, une table, etc. Sauf si les instructions données dans le paragraphe qui correspond au combat le permettent. D'accord, on ne traverse pas un autre personnage non plus, donc ça c'est intéressant à savoir. Les ennemis chercheront toujours à se déplacer au plus vite sur une case adjacente à Tima pour l'attaquer, sauf instruction contraire. Lorsque vous résolvez les déplacements ennemis, faites en sorte que les ennemis empruntent le chemin le plus rapide, même s'il faut contourner des obstacles. Ok. Bon, somme toute, relativement simple et classique. Je pense que ils se sont pas embêtés avec des règles de combat trop sophistiquées. On va voir, phase d'attaque. L'attaquant est le personnage dont la phase est en train d'être jouée. Le défenseur est le personnage ciblé. D'accord, bon, c'est très simple. Il est uniquement possible d'attaquer les ennemis. Ces derniers doivent se trouver sur une case voisine, adjacente. Les cases diagonales ne comptent pas pour les cases adjacentes. Les personnages peuvent attaquer un seul ennemi par phase d'attaque. Alors, définir la valeur d'attaque, définir la valeur de défense. Donc, on jette un dé de 6, un seul, on ajoute sa dextérité, et on applique les éventuels modificateurs de combat. Par exemple, si Team 1 a 6 de dextérité, le résultat de D est 4, sa valeur d'attaque est de 10. Pour la défense, c'est un dé de 6, on ajoute la dextérité aussi, donc quand même dextérité importante pour le combat. On compare les deux résultats. Le personnage qui obtient le meilleur résultat remporte la phase d'attaque. Ce peut être le défenseur. Son adversaire perd la phase d'attaque. Par exemple, si Team 1 obtient 10 et le défenseur 8, Team 1 remporte la phase d'attaque et son attaque réussit. Vous pouvez donc maintenant attribuer les dégâts. En cas de match nul, aucun dégât n'est infligé. Très bien. L'attaquant peut subir des dégâts sur une attaque qu'il a initiée si le défenseur obtient un meilleur résultat que lui. Dans ce cas, on déterminera les dégâts infligés par le défenseur à l'attaquant, en comparant le coefficient d'arme du défenseur au coefficient d'armure de l'attaquant, en plus de la différence du résultat. En d'autres termes, si Team 1 attaque lors de son tour, mais perd sa phase d'attaque, il subit les dégâts infligés par l'arme de son ennemi. Ok. Voyez votre attaque comme une passe d'arme. Votre ennemi ne reste pas passif pendant votre tour. Si vous le manquez, lui ne vous manquera pas. Ce système est différent de ce que vous pouvez avoir l'habitude d'expérimenter, mais il a l'avantage de rendre les choix tactiques de chaque combat cruciaux, tout en limitant les lancers de dés. Ok. Donc la même chose pour nous. Si il nous attaque et qu'on peut très bien blesser l'adversaire pendant son attaque. Comptabiliser les dégâts. Donc on calcule la différence entre le score d'attaque du gagnant et le score de défense. Donc 10 contre 8, ça fait 2 dégâts. Et on ajoute le coefficient d'arme. Donc pour l'instant, on a 0. Ou alors on retire le coefficient d'armure. Un coefficient d'armure de 1, on subit que 1 dégât. 2 moins 1, 1. Ok. Retrancher le score des points de vie. La formule pour calculer les dégâts est donc dégâts égale attaque du gagnant moins défense du perdant, plus coefficient d'attaque d'arme du gagnant, moins coefficient d'armure du perdant. Très bien, c'est tout à fait clair. Ajouter au résultat ainsi calculer les dégâts supplémentaires éventuels subis par exemple si le personnage est repoussé ou tombe sur un obstacle ou sur un autre combattant, voire attaque spéciale. Si la quantité de dégâts reçus est supérieure ou égale à 3, l'ennemi est repoussé. Il y a quand même des attaques particulières. Ok, donc c'est pas aussi simple et bête que juste on tape, on prend des coups et voilà. Il y a apparemment des attaques spéciales. Remarque, vous trouverez un exemple de combat à la fin des règles du jeu. Ok. Perte de vie, retranchez les dégâts totaux, notez vos nouveaux points de vie, si c'est Team 1 qui a perdu, ou dans le paragraphe concerné, en cochant le nombre de carrés qui correspond aux dégâts subis par l'ennemi. Donc apparemment, oui, on doit pouvoir griffonner dans le livre. Cela peut sembler complexe à première vue, ouais, ça va, mais rassurez-vous, une fois que vous aurez appris la séquence de la manche, les tours de jeu s'enchaînent rapidement.
Nous avons simplement pris la peine de décrire chaque étape aussi clairement et précisément que possible afin d'éviter de possibles erreurs de règles. Souvenez-vous que par défaut, le paragraphe que vous lisez a toujours priorité sur les règles génériques. Ok. Manche gagnée, manche perdue. Donc certains paragraphes vous renvoient vers une issue différente selon que vous ayez gagné ou perdez la manche. Dans ce cas, vous devez déterminer si Timin a infligé des dégâts à l'ennemi au cours de cette manche et s'il a été touché, qu'il ait ou non reçu des dégâts. Si Timin a infligé des dégâts et n'a pas été touché, on considère qu'il a remporté la manche. Dans tout autre cas, la manche est perdue, même si Timin finit par gagner le combat. En d'autres termes, si Timin touche son adversaire sans causer de dégâts, ou s'il inflige des dégâts mais se fait toucher, même sans subir de dégâts, on considère que la manche est perdue. D'accord, ah oui. Oui, donc gagner une manche, c'est vraiment ne pas prendre de dégâts du tout et infliger des dégâts. Ouais. Toucher son adversaire mais ne pas lui faire de dégâts, ce n'est pas gagner une manche. C'est une distinction importante car certains paragraphes peuvent déclencher des événements spéciaux selon le résultat de chaque manche. Notez que Timin peut très bien remporter plusieurs phases d'attaque de la même manche et perdre la manche. Il suffit pour cela qu'il soit touché par l'adversaire. D'accord. Ok. Alors les attaques spéciales, nous avons l'attaque sournoise, nous avons la charge, nous avons repoussé l'ennemi, nous avons l'encerclement. D'accord, pour effectuer une attaque sournoise, testez votre sagesse. Si vous réussissez le test, vous infligez immédiatement 3 points de dégâts à l'ennemi, quel que soit son coefficient d'armure. Si vous échouez, vous recevez immédiatement 3 points de dégâts, quel que soit votre coefficient d'armure. Vous pouvez effectuer une attaque sournoise à la place d'une attaque normale. Ah. Donc la sagesse permet de faire des attaques sournoises. Mais attention, rater son test, c'est pas bon. Donc j'ai mis quoi en sagesse? Pour l'instant je suis 7 en sagesse et 7 en dextérité. Donc en effet je suis assez équilibré. On va voir si on garde ça ou pas. Charge, lorsqu'un attaquant porte une attaque directement après avoir fait un déplacement d'au moins 2 cases en ligne droite, il bénéficie d'un bonus de charge de +1 au résultat de son dé d'attaque. Ce n'est pas un dégât supplémentaire mais simplement un bonus apporté à l'attaque. Le personnage qui charge bénéficie de ce bonus si, à l'issue de son déplacement, la cible se situe à sa droite, face à lui ou à sa gauche. Et évidemment, dans une case adjacente. Ok, ça marche. Repousser un ennemi, si les dégâts reçus sont supérieurs ou égaux à 3, l'ennemi est repoussé. Éloigner la figurine du personnage qui a reçu les dégâts de 2 cases en ligne droite par rapport au personnage qui a infligé les dégâts, de manière à l'éloigner du combat. Si un obstacle se trouve sur le chemin de l'ennemi ainsi repoussé, par exemple une colonne, table, mur, feu de camp, etc., le personnage repoussé s'arrête devant l'obstacle, mais perd 1 point de vie supplémentaire. Pour certains combats, des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer, elles sont alors indiquées dans les consignes. Et dernière chose, encerclement, si 2 ennemis ou plus se trouvent sur les cases adjacentes à Timin, il est encerclé. Sa dextérité diminue du nombre d'ennemis qu'il encercle. -1. -1 point pour 2 ennemis, -2 points pour 3 ennemis. Voilà. Donc à partir de 2 ennemis, on commence à avoir un malus à notre dextérité. Attention, les cases antagonistes ne sont pas considérées comme adjacentes, évidemment. Et nous avons la règle du combat sans plateau. Donc bon, la règle du combat, ça va. Pour les premières fois, on essaiera peut-être de s'y reporter, sachant qu'en plus, on a un très beau pense-bête qui nous aide aussi à suivre, je pense, les tests de sagesse, dextérité, les combats, victoire ou défaite, modificateur de combat. Donc tout est résumé là-dessus, donc je pense que ça va le faire. Donc, si on n'a qu'un seul ennemi, on ne s'embête pas avec un plateau. Les caractéristiques de l'ennemi seront alors indiquées dans les consignes du combat. Donc là, c'est vraiment comme à l'ancienne, comme dans les livres dont on est le héros. Le combat se déroule exactement comme avec un plateau, mais il n'y a pas de phase de déplacement, ni d'attaque spéciale liée au déplacement. Mis à part l'attaque sournoise, qui ne requiert aucun déplacement. Les manches sont comptées comme d'habitude. Timin et son ennemi attaquent tout simplement chacun leur tour, en commençant par Timin. Exemple de combat sans plateau. Ok, donc Timin 8 de dextérité, 2 de coefficient d'armes, 2 de coefficient d'armure, 18 points de vie. Le gobelin 10 de dext, pas d'armes, pas d'armure. Ok, donc là après il y a l'exemple. Il y a l'exemple, bon, je pense qu'on l'a compris. On a compris. Hein. Ok. Les manches suivantes sont jouées l'une après l'autre jusqu'au décès de l'un des combattants, sauf si Timin a été tué. Bon, ça on avait déjà vu. Dans ce cas, on voit différents paragraphes en fonction. Ok. Bon, écoutez, on va pas, ça va. Les règles, c'était pas non plus, voilà, 15 pages de règles. Hein. Donc on va pouvoir se lancer dans l'histoire. Les tisseurs de rage, la frontière du Nord, introduction. Alors.
Après 5 jours de marche forcée, vous avez l'impression d'avoir des enclumes à la place des pieds. Des enclumes douloureuses. Il y a 6 mois, vous avez rejoint la compagnie Naine Libre au service du roi Hernan. Avec elle, vous avez arpenté la Flandre, en long et en large, mais vous ne vous êtes toujours pas habitué au rythme imposé par les vétérans. Vos compatriotes de Calédonie forment le gros de la compagnie. Ils marchent fièrement, vêtus de kilts à carreaux. Le hurlement des cornemuses naines emplit l'air au-dessus de la plaine. Au moins, certains d'entre vous ont conservé leur bonne humeur. C'est le soir. Vous êtes arrêtés sur une plaine en bordure de forêt. 1 heure plus tard, les troupes royales vous ont rejoints avec de nombreux hommes. Leurs tentes et leurs étendards. Leur présence vous rassure. Vous avez installé votre tente et vous fumez la pipe avec vos compagnons, assis près du feu. Demain, la bataille vous attend. Vous ne pouvez plus faire demi-tour. Qui sait? Cette soirée pourrait bien être la dernière. Bien être la dernière. Pour le moment, le moral est au beau fixe, aussi bien dans vos rangs que parmi les troupes royales. « Où est Caïr ?» demande le jeune Nali. « Le conseil est terminé ?»« Me voilà !» Caïr Macbru, capitaine de la compagnie Naine Libre, pénètre dans le cercle de guerriers et s'assoit sur une souche vacante pile en face de vous. « Demain, nous nous chargerons du flanc gauche, explique-t-il rapidement avant d'ajouter. Il paraît que les Faumoirs se sont joints à l'ennemi. Un silence pesant s'abat sur les guerriers. Nul n'ose prendre la parole. Nali finit par se lever et cracher en grimaçant. Les fils de chèvre, quelle salangeance, nom d'un chien! Au moins les chroniques raconteront clairement qui avait raison et qui avait tort dans ce conflit, ajouta-t-il après un moment en se rasseyant. À ton avis, Timin, on aura le beau rôle ou non? Ça dépend si on gagne ou si on perd, répondez-vous, sans détacher votre regard des flammes. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et puis quelle différence, qu'on ait le beau rôle ou non. Nous, on doit patauger dans la boue, manier la hache et fracasser des crânes. C'est notre métier. C'est la guerre. Quand on manque d'approvisionnement, on doit dépouiller. Carrément. On doit dépouiller des paysans. Après une bataille, on doit achever nos adversaires. On pourrait en parler longtemps, mais à quoi bon? Il y a déjà bien assez de chants à ce sujet. N'importe quoi, s'offusque le vieux Bormir. Je n'apprécie pas ce genre d'humour noir, surtout avant une bataille. Tu es bien le seul à voir plaisanter, on va se coucher. La sagesse de l'âge a parlé, répond Caïr. Tout le monde dans sa tente. Une journée importante nous attend. Cette nuit, vous rêvez de votre royaume sous la montagne natale, ainsi que des moments où votre père était de retour. Il était mercenaire et rentrait 1 fois par an pour ramener de l'argent. Il disait toujours ne pas être fait pour la mine et préférait mourir d'un coup de hache plutôt que d'une maladie pulmonaire. Quand votre père était absent, vos frères et vous n'écoutiez pas votre mère. Vous n'aviez de cesse de partir en expédition en dehors de la ville. Vous vouliez être comme lui. Votre mère s'énervait et désespérait à chaque fois que vous rentriez, sale, les vêtements déchirés. Vous vous faisiez sévèrement réprimander, mais un repas chaud vous attendait toujours. Vous rêvez d'une de vos aventures. Vous gravissez l'escalier raide du mont de l'écoute, pas après pas, mais les marches semblent infinies. Après un moment indéterminé, vous atteignez le sommet et regardez en direction du nord. Au loin, vous apercevez la silhouette d'une tour noire. Vous la regardez longtemps. Trop longtemps. Une clameur inconnue vous arrache soudain au sommeil. Vous saisissez votre hache et vous précipitez dans la nuit. Le camp est sans dessus-dessous. La tente royale flambe au centre de la place. Des soldats courent dans tous les sens. Tout le monde crie d'éteindre l'incendie, d'attraper l'ennemi, de se battre dans une cacophonie épouvantable assortie de centaines de jurons. À la lumière du feu, vous apercevez Nali qui arrive au pas de course. « Qu'est-ce qui se passe » criez-vous, pour vous faire entendre malgré le chaos. « Le roi est attaqué » répond Nali en courant. « Un espion a infiltré le camp et a mis le feu à la tente royale. Heureusement, le souverain est sain et sauf. Tous ceux qui sont encore vivants doivent chercher le responsable. » Il menace du poing le saboteur inconnu et disparaît dans les ténèbres. Vous restez immobile un instant pour rassembler vos pensées, quand soudain vous avez l'impression d'apercevoir du mouvement entre les arbres. Si vous souhaitez vous précipiter dans les ténèbres pour attraper l'espion, testez votre dextérité. Si vous préférez vous faufiler prudemment et lentement pour fouiller les buissons, testez votre sagesse. Si vous souhaitez lancer votre hache en direction de l'ombre, indistincte, après j'aurai plus d'armes, c'est un peu ballot. Si vous voulez appeler les renforts, si vous estimez que ce n'était qu'une impression, vous pouvez retourner dans votre tente pour vous reposer avant la bataille. Après tout, le roi est en sécurité. Alors,
Non, je ne suis pas un lâche, je ne vais pas aller, je vais pas me planquer dans ma tente. Appeler des renforts, non, je pense que je vais tenter... je vais me la jouer prudent. Je vais me la jouer prudent, et donc je vais tenter un test, mes amis. Un test de sagesse. Alors j'ai 2 dés, j'ai une sagesse de 7. Voyons ce que le sort nous réserve. Et je rate, je fais un 8. Ça commence bien, hein. Ok, réussite, échec. Donc, J7, j'imagine. J7. Avec prudence et lenteur, vous vous filez en direction du bruit. Vous êtes extrêmement silencieux, pas la moindre branche ne craque sous vos pas. Malheureusement, vous ne trouvez personne. Vous arpentez la forêt jusqu'à l'orée du jour. Découragé, vous retournez au camp en espérant dormir ne serait-ce qu'une heure avant la bataille. Sur la route, vous interrogez vos compagnons pour savoir s'ils ont appris quelque chose de nouveau. Outre quelques rumeurs, vous apprenez seulement que l'espion n'a pas été retrouvé. Vous retournez dans votre tente, vous vous allongez pour vous reposer brièvement. Et le matin... La matinée est fraîche. Avec votre compagnie, vous vous tenez à l'orée de la forêt sur une colline. Les rayons du soleil levant percent les nuages et inondent la plaine. De votre position surélevée, vous avez une excellente vue sur l'armée adverse qui forme ses rangs en contrebas. Ils sont plus nombreux que prévu, bien plus nombreux. La vallée tout entière semble onduler sur leurs étendards et leurs drapeaux écarlates. Vous étudiez leur formation afin de prévoir la meilleure stratégie d'attaque. Kahir fume sa pipe en silence, comme si de rien n'était. Pendant ce temps, le soleil chasse les nuages et une chaleur torride s'installe peu à peu. « C'est un bon jour pour mourir, déclare Nali. »« Pour eux, certainement, répondez-vous. »« Bien en formation, fait Kahir, avant de souffler à 3 reprises dans son sifflet. Vous resserrez les rangs aux côtés des autres nains et adoptez une formation solide propre au peuple du Nord. Vous vérifiez vos armes et vous vous assurez que vos boucliers s'emboîtent bien dans ceux des voisins afin de former un mur impénétrable. Votre patience est mise à rude épreuve alors que le soleil poursuit sa lente course. La tension est difficile à supporter. Même pour le plus rodé des mercenaires. Enfin, les sabots d'un cheval se font entendre au loin et un émissaire royal apparaît. Il s'approche du capitaine pour échanger quelques mots avec lui et transmettre ses ordres. « Allez les gars !» s'écrie Kahir d'une voix tonitruante à la fin de l'entretien. « La cavalerie royale va lancer la première charge. On suit juste derrière. Eux vont frapper le centre et nous, l'aile gauche. On va rétamer ces têtes de bouc. Restez groupés et vous faites pas tuer. » Les corps retentissent. Le vent se lève comme s'il avait été invoqué, agitant les étendards bleus de la compagnie libre. La terre tremble au rythme croissant de centaines de sabots, et sous ces étendards d'or, la cavalerie lourde du roi Hernan charge dans la vallée. Kahir donne le signal d'attaque d'un nouveau coup de sifflet, bref et puissant. Les cornemuses bourdonnent, s'échauffent, puis donnent leur pleine mesure. Vous descendez dans la vallée d'un pas uni, bouclier contre bouclier. Bien entendu, les faux-moires vous attendent déjà. Ces rejetons nocturnes à tête de bouc, velus et noirs comme de la suie. Au moins, vous faites la même taille. Ce sera plus facile de leur trancher la tête. Tant qu'ils ne sont pas accompagnés par leurs sorciers de malheur. Vous détestez les mages. De toute votre vie, vous n'en avez rencontré qu'un seul avec une once de décence, même si, pour être honnête, lui aussi était une sacrée ordure. Vous passez à l'attaque. L'ennemi est presque à portée de hache, quand soudain vous entendez des cors sonner. Ce ne sont pas vos alliés. La terre tremble à nouveau, les têtes de bouc s'éparpillent, et dans la poussière soulevée par la bataille, vous apercevez d'abord des étendards rouges sang, puis l'instant d'après, la cavalerie ennemie chargeant dans votre direction. Kahir souffle 2 fois dans son sifflet. À cet ordre, vous vous arrêtez. Vous plantez votre bouclier dans le sol, et vous brandissez votre hache. Pas le temps de réfléchir. Un vacarme assourdissant emplit l'air, tandis que la cavalerie lourde s'abat sur vos rangs, tel un bélier contre une porte. Vous êtes le dernier guerrier de la première rangée, tout à gauche. Une lance ennemie vous heurte avec une force inouïe, vous rejetant en arrière. L'impact de l'attaque vous fait lâcher votre bouclier et chuter dans les buissons avoisinants, qui, pour votre malheur, dissimulaient un escarpement. Vous le dévalez en roulant et l'instant d'après, vous atterrissez dans un ruisseau. Vous vous reprenez, vous n'avez rien de cassé. Au-dessus de vous, vous entendez le fracas de la bataille. Vous remarquez que vous n'êtes pas seul. Avant que vous ne puissiez ne serait-ce que formuler une pensée, 2 faux-moires se jettent sur vous, accompagnés d'un mage qui bêle ses sorts vicieux en se terrant derrière eux.
Une boule de feu jaillit de son bâton tordu et vous l'esquivez au dernier moment. Les faux-moires sont sur vous. Défendez-vous. Ok. Terrain de combat I5. Donc, on a la page suivante avec le terrain. Donc, on va pouvoir placer les ennemis. On va voir ce que ça va donner tout ça. Donc, alors, I5, I5, I5. Donc, voici le ruisseau dans lequel je suis tombé. Hop, on va le placer là. Qu'est-ce que nous avons à faire? Donc, nous avons... J'imagine qu'il va falloir que je place les ennemis. Et mon personnage. Ah, évidemment, ça y est, je sais même plus où il est, mon perso. Ah, s'il est là. Ok. Alors, pouf. Si j'en crois le plan du livre. Donc, moi, je suis ici. Pouf. Je suis ici. Et après, il faut que je trouve les bébêtes en question. Alors, est-ce que c'est ça? Je sais pas trop. Alors, j'essaie de trouver ce qui correspond. Alors, ça, c'est l'espèce de... Alors... Ah. Là, je vois une espèce de magicien. Alors, est-ce que c'est ça? Alors... Il n'y a pas forcément de nom. Après, il y a des numéros dessus. Donc, ça donne une petite idée quand même. Je vais essayer de les classer. Je ne les avais pas spécialement classés. Je vais un peu les classer quand même. Ah, ça ressemble plus à ça. Alors, oui. Donc là, j'ai ce truc-là. Ça, c'est un faux-moire. Donc, ils ont des cornes de bouc, en effet. Sur leur casque. Est-ce que c'est de vraies cornes ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, le numéro 2, il est là. Je le pose là. Et il y en a un autre, c'est le numéro 1. Donc là, maintenant que je vois à peu près la tête qu'ils ont, on va pouvoir le sortir. Le numéro 1. Ok, donc lui, il est là, dans le coin ici. Et il y a une sorte de mage, apparemment. Sans doute de la même espèce. Il faut que je trouve. Alors, où es-tu? Mage de malheur. Alors, est-ce que c'est ça? Non, je pense pas. Alors, peut-être que c'est celui-là, quand même. Alors, il semble avoir aussi un casque avec des cornes. Ouais, c'est plus ça. Ok, je les ai. Bien. Bon, peut-être que je les trie, ça sera plus facile quand même. Donc là, ça c'est le mage. Je vais replacer, voilà, je vais un tout petit peu déplacer la caméra pour qu'on puisse plus apprécier le plateau de jeu. On va se mettre un petit peu de lumière aussi. Voilà. Voilà. Ok. Alors. Voilà ce qu'on doit placer. Alors, les points de vie. Lui, là, il a 2 de vitesse, 6 de sagesse, 6 de dextérité, 5 de sagesse, 7 de dextérité, 4 de sagesse. Et le mage, voilà. Et ils ont 3, 4, 5, 6, ils ont 8 points de vie. Donc, c'est indiqué qu'ils ont une vitesse de 2, ils ne peuvent pas franchir le ruisseau. Si l'un d'eux atterrit dans l'eau, il perd 2 points de vie. Votre vitesse est également de 2. Si vous pénétrez dans le ruisseau, vous devez vous arrêter. Si un combattant se trouve dans l'eau pendant l'affrontement, il perd 2 points de dextérité. D'accord, c'est intéressant. Pendant son tour, le mage ne vous attaquera pas au corps à corps, mais tentera plutôt de vous atteindre avec une boule de feu. Le feu a une portée de 4 cases en ligne droite. Vous devez d'abord tester la sagesse du mage. En cas d'échec, son attaque touche un autre faux-moire. Le montant des dégâts étant déterminé par un jet de dés. En cas de réussite, testez également votre sagesse pour tenter de vous défendre. Si vous réussissez le test, vous parvenez à prévoir le trajet des flammes et à les esquiver. Vous n'êtes pas touché. Si vous échouez, déterminez les dégâts que vous avez subis à l'aide d'un jet de dés et soustrayez le résultat à vos points de vie. Alors si vous possédez l'amulette de fer, non. Ok. D'accord.
Bien, donc là en effet on a un combat, tactique, clairement. Alors on va essayer de... Hop, mettre ça un peu comme ça. Voilà, on voit un petit peu plus, comme les figurines sont un peu noires. Voilà, on va essayer de trouver un moyen de les éclairer un petit peu plus. Oula, il faut pas que ça me tombe dessus non plus. Hop. Hop. Ok. Alors, donc j'ai bien compris, c'est moi qui commence. Si je... Alors, si je sors du ruisseau, ça va, mais si je re-rentre dans le ruisseau, donc je suis obligé de m'arrêter. Et si eux, ils vont dans le ruisseau, ils prennent des dégâts dans la tronche. Donc, ça veut dire que potentiellement, je peux les tirer ou les pousser dans le ruisseau. Si j'en crois, donc les règles de la charge, par exemple, le fait de repousser un ennemi, il faut que je fasse des dégâts supérieurs ou égaux à 2. Mais là, je les repousse pas dans le bon sens. Donc après, ça veut dire que je peux, par exemple, les attirer. Parce qu'eux, ils vont quand même venir. Ils vont quand même venir, si je ne m'abuse. Parce que là, ils nous disent que... si un combattant... ils ne peuvent pas franchir le ruisseau. Ah, ils ne peuvent pas le franchir. D'accord. Donc ils vont pas essayer de le franchir. Donc de toute façon, si je veux gagner... Alors... Il y a un cromlech en pierre. Donc là, ce sont ces statues-là. C'est indiqué que si vous vous retrouvez sur une case adjacente au cromlech de pierre, on peut aller à un paragraphe. Si on triomphe, on a un autre paragraphe. Et si les points de vie descendent en dessous de 5, on a un dernier paragraphe. Ok. Bon, bah écoutez, on va y aller. Hein. Je pense qu'on va commencer à leur taper dessus. Hein. Il se déplace de combien? Il se déplace de 2. Donc celui-là, il va pas être tout de suite sur moi. Je peux avoir un temps pour voilà. Peut-être que je pourrais tenter de les contourner, éventuellement de les pousser dans l'eau, voir quoi. Maintenant, est-ce que je fais une attaque sournoise? Je ne sais pas. Peut-être pas tout de suite. C'est un test de sagesse. Donc c'est 7 ou moins. Le dernier test de sagesse que j'ai fait, c'était pas bon. Donc pas sûr quoi. Et sinon, bah, c'est un test d'attaque. Donc c'est 1 dé plus ma dextérité. Voilà. Et l'autre, il a sa défense et sa dextérité aussi. Et ils ont 6. Celui-là, 6 de... Non, celui-là, 7 de dext. Donc il est comme moi. Et 4 de sagesse. Alors attends, je vérifie quand même les attaques sournoises. À quoi leur sert leur sagesse? C'est un peu la question. Pas à grand chose. Hein. Attaque sournoise, ah c'est pas... Voilà, je vérifie juste un truc, c'est si les ennemis peuvent aussi faire des attaques spéciales. Je crois pas. Hein. C'est pas inscrit en tout cas. Ok. 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 Très bien. Bon bah allez, on va tenter le coup, on va bien voir. Et puis en même temps on va se retrouver près du cromlech, donc on verra ce que ça donne. Alors donc il se déplace de 2 cases, shtong. Et donc il va enquiller une attaque donc sur le Fomoreg. Fomoreg, ça doit être le nom anglais, j'imagine que c'est Fomoir en français. Alors c'est pas terrible, hein, je pense que je commence avec un 2. Et donc on va faire la défense de l'adversaire, donc il va peut-être déjà me mettre des dégâts dans la tronche. Hein. 4, donc il me met 2 dégâts, on est d'accord, c'est lui qui réplique. Donc il me met déjà 2 points de vie dans la tronche. J'adore. Ok. Et après, on fait les ennemis dans l'ordre. Donc lui, il va se déplacer. 1, 2, il va aller là. Et lui, donc, 1, 2, 3, 4, je suis pile dans sa ligne droite. Donc il m'attaque, il m'envoie une boule de feu.
Donc je dois tester la sagesse du mage. Là, le mage a une sagesse de 9, donc il lance 2 dés. Il est assez bon en sagesse. Hein. Il fait 7. Je devrais jouer les monstres en fait, hein. Je devrais jouer l'ennemi. Donc il réussit. Alors, en cas de réussite, testez également votre sagesse pour tenter de vous défendre. Je fais 7, donc c'est bon. J'ai 7 de sagesse. Donc j'arrive à éviter la boule de feu, ce qui est déjà une bonne chose. J'ai pas fait son attaque à lui. Lui, il a pas besoin de se déplacer, donc il va m'attaquer. Il lance un dé. Et c'est parti. Il fait 2. Donc 2 plus sa dextérité. Hein. Donc il fait 9. Et moi, je fais 1. Donc il me met encore un point de dégâts. Ça va aller très vite cette histoire, je crois. Ok. Je suis adjacent au Cromlech. Donc je lis le paragraphe I. 14. Apparemment ça se lit pendant le combat, hein, c'est pas spécialement précisé. Ok, donc j'y vais voir. Alors, vous plaquez dos contre les pierres moussues de l'édifice antédiluvien, espérant vous protéger des attaques ennemies. Possédez-vous l'amulette de fer? Non, je n'ai pas l'amulette de fer. Donc, on était là. Hein. Oui, I c'est pour l'introduction, ok, d'accord. Possédez-vous? Non. Donc je vais en 13. Vous sentez une chaleur agréable dans votre dos. Un gond retentit. Et votre main droite se met à fourmiller. En la regardant, vous découvrez que de petits éclairs bleus parcourent la lame de votre hache. Dans votre fort intérieur, vous remerciez les dieux inconnus pour leur aide et vous préparez à la prochaine phase d'attaque. Pour ce combat, votre coefficient d'arme augmente de 2. Oh. Donc le Cromlech me bénit. Bien. Alors, nouvelle phase de combat. Je vais tenter un truc. Je vais me déplacer comme ça. Je vais faire 1, 2. Je vais espérer qu'il me contourne. Enfin, il y en a un qui va essayer de me contourner. Et que j'essaierai peut-être de le lancer dans l'eau, un truc comme ça. Et je me mets à attaquer le premier. Qu'est-ce que je pourrais tenter pour changer un peu? Alors, mais j'aurais dû faire une charge tout à l'heure. Dommage. Donc, en plus, à la place, je vais... allez, testons une attaque sournoise. Il faut que je fasse 7 ou moins. Je sais pas si c'est une bonne idée. 4. Ça marche. 4. Pof. Alors, quand vous faites vous infligez immédiatement 3 dégâts à l'ennemi, quel que soit son coefficient d'armure. Donc, il se prend 3 points. Les 3 premiers points. Alors, j'ai pas trop envie d'écrire sur le livre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais leur mettre des petits dés de points de vie. Lui, là... Donc ils ont, on a dit qu'ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils ont 8 points de vie, c'est ça. Donc lui, là, on va lui mettre un petit dé de 8 avec 8 points de vie. Lui, et ben du coup, je lui en mets 3, donc il tombe à 5 points de vie. Et le mage, pareil. Le mage Faumoir, on va lui mettre aussi un petit dé avec 8 points de vie dessus. Voilà. Chacun son petit dé, tout le monde est content. Donc là je termine ma phase. Ah, j'ai un plus 2. Ah oui, je suis con, j'aurais dû attaquer plutôt que mon épée. Plutôt qu'attaque sur moi, parce que là du coup j'ai pas eu de coefficient d'arme. Bon, je suis débutant un peu, hein, donc faut pas trop m'en vouloir. Hein. Alors, c'est parti pour l'attaque du Faumoir numéro 1. Donc lui il va me contourner, il va faire 1, 2. Mais hop, il ne peut pas m'attaquer. Attention, après genre, ils me bloqueront, ce sera un peu embêtant. Donc c'est parti pour... Ah, en revanche, est-ce que ça marche d'enchaîner le 3 là et repousser? Si les dégâts reçus sont supérieurs ou égaux à 3. Voilà, c'est le cas. Vous effectuez une attaque sournoise, vous infligez immédiatement 3 points de dégâts à l'ennemi. Donc en fait je peux le repousser. Bon, ça change pas grand chose parce que de toute façon il joue après. Mais disons que voilà, on essaye d'appréhender un peu les règles. Donc là, comme j'ai fait une attaque sournoise, il a pris 3 dégâts, il fait il recule. Ok. Très bien. Lui,
Donc je l'ai... Je l'ai déplacé. D'accord. Lui, du coup, il fait ni, il revient là. Et il m'attaque. Est-ce que c'est une charge? Est-ce qu'eux, ils ont le droit de charger? C'est pas sûr. J'ai déjà regardé ça tout à l'heure, mais c'est pas sûr qu'ils aient le droit de charger. Quand je vois le truc dans l'ordre du combat, comme indiqué dans le paragraphe, quoi. Attaque spéciale, attaque normale, attaque spéciale ou pas d'attaque, c'est pour moi. Sinon, c'est selon ce qui est écrit dans le paragraphe de combat. Et là, en l'occurrence, il n'y a rien de particulier. Simplement, il m'attaque. Et voilà. Donc, on y va pour l'attaque. Il a plus... ça, c'est le numéro 2. Il a toujours 7 de dextérité. Donc, il fait un 1. 1. Et moi, en réplique, je fais un 2. Bon, c'est quand même pas violent. Hein. C'est quand même pas violent. Alors... donc, différence entre les scores d'attaque. Et ben... Ça fait 2. Non, ça fait 1. On ajoute le coefficient d'arme du gagnant. Donc, du gagnant, bah, pour le coup, c'est moi. Donc, j'ai plus 2. Donc, en fait, je vais lui mettre 3 dégâts. Quand même. 3 dégâts. Donc, il tombe à 2. Ok. Et après, c'est au mage. Le mage, bah, il va se décaler. Boum. Il va se décaler ici. Et il va me lancer un sortilège. Donc, petite boule de feu. Je lance les dés. Il fait 7. Donc, il me touche. Est-ce que j'arrive à esquiver? Non. Je fais 6, 5, 11. Donc, il me fait des dégâts de boule de feu. Ouïouïouï. Ouïouïouï. Et donc, je prends... un jet de dés, donc un dé. Je prends un dé de 6 de dégâts. Je fais 3. Donc je prends 3 dégâts. 1, 2 et 3. J'ai déjà pris 6 dégâts, hein. C'est pas la fête. Hein. Donc c'est à nouveau à moi. C'est à nouveau à moi. Bah, je vais peut-être achever celui-là. Hein. Par contre, je me déplacerai pas. Si je me déplace pas, ça veut dire que du coup, si je le tue pas, l'autre il va venir. Ouais, ça change pas grand chose. Donc je vais l'attaquer, j'attaque celui-là. Donc avec un dé. Allez. Je fais 1. 1. Et lui il fait 3. Ok, donc il me touche. Il me fait 2 dégâts. Le coefficient d'armes, ça s'ajoute que aux dégâts. Hein. On avait vu ça déjà. Ah là là là. Bon, j'ai choisi d'avoir un personnage équilibré. J'aurais peut-être dû booster un peu le combat. Je ne sais pas. Bon, de toute façon, c'est un test. Hein. Donc, je prends 2. Allez. 1 et 2. Après, c'est à eux de jouer. Donc lui, il arrive ici. Ça y est, ils me prennent en tenaille. Donc j'ai moins 1 à dextérité. Il m'attaque. Lui, il a 5, je crois. Non, 6 de dext. Donc il lance un dé. Il fait 1. Donc on vole. 1 plus 6 de dext, ça fait 7. Et moi, bah, j'ai moins 1 aussi. Donc je me retrouve avec 7. Mais je fais... Oh, c'est pas vrai, je fais 1 aussi. Quoi. Donc ça, c'est rien. Et lui, il m'attaque. L'autre. Il fait 2 plus 7, 9. Et moi, je fais 1, évidemment. Oh, dans ce dé, je le déteste. Donc, il me fait 1 point de dégâts encore. Je souffre. Le magicien m'envoie un sortilège de boule de feu. 9, il le réussit parce qu'il a 9 de sagesse. Et moi, est-ce que j'évite le truc? Non, 8. Donc, je reprends un dé de 6 points de dégâts.
Je prends 4. Aïe, aïe, aïe. 1, 2, 3, 4. Alors là, j'ai un +2 à mon... Parce que comme je suis blessé, n'est-ce pas? Bien blessé. Je pense que je commence à souffrir beaucoup. Et donc à avoir des malus à ma dextérité. C'est ça ou pas? Je revérifie sur les points de vie. Perte de vie. Perte de vie. Perte de vie. Ouais. Moins de 10 points de vie. Vous devez ajouter un pénalité de +2 au résultat de vos dés. Alors c'est pour les tests. Ah, c'est des tests de caractéristiques. Donc là, pour le coup, ce n'est pas un test de caractéristiques, c'est un test de combat. Donc c'est pas... Par contre, je vais pas m'amuser à faire une attaque sournoise, par exemple. Là, c'est mort, parce que j'ai un test de sagesse. Ok, donc, bon, bah voilà, je suis à... il me reste 1, 2, 3... Il me reste 7 points de vie, je crois. Je vais essayer de m'acharner sur celui qui est déjà blessé, hein. Ça me semble quand même plus logique. Même si ça continue à être un peu la tenaille. J'espère avoir un peu de chance. Allez, j'attaque avec un 5 cette fois-ci. Ah, c'est pas mal. Et il défend avec un 2. Ah, là ça va être bon. Là ça fait 3 de différence, plus 2 avec l'arme bénie. Donc là, j'élimine cet adversaire-là. Hop. C'est au tour des ennemis. Lui, il a 6 de dextérité. Donc il fait 6 et 3, 9. Et moi je fais 5. C'est mieux ça. Ça fait 2 de différence. Plus 2 d'attaque. Ça fait 4 dégâts pour le numéro 1. Donc lui il tombe à 4 points. Ah, petit revirement de chance. Le magicien, il m'attaque. Peut-être que c'est lui qu'il faut que j'aille tuer aussi. Il fait 3, donc il réussit. Allez, un peu de sagesse. Ah, par contre là, j'ai un test de sagesse foireux. Là. Ouf, heureusement, je fais un 3. 3 et 2, 5. Donc j'ai réussi mon test d'esquive. Peut-être qu'il faut que j'aille m'acharner sur le magicien quand même. Nouveau tour, je sais ce que je vais faire. Je vais faire une charge. Donc je fais 1, 2, boum. Donc j'ai plus 1 à l'attaque. Et lui, il doit être moins bon, j'imagine, en dextérité. Ah non, il a 7 quand même. Ah là là. Ok. Bon bah je l'attaque, on verra bien. Je fais 7 et 5, et lui fait 4. D'accord. J'ai quand même plus 1 à l'attaque, mais c'est bon, je le touche. Donc ça fait 6. 6 moins 4, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. Je lui enlève quand même 4 points de vie. Donc il tombe à 4. Le magicien là. Voilà. Lui, il va faire 1, 2, il me prend en tenaille. Il m'attaque. Il fait 6 et 3, 9. Et moi, je fais 5, 6 et 5, 11. Donc ça fait 2 de différence. Plus 2 d'attaque. Ça le tue. Ok. Et le magicien, lui, est ce qu'il fait. Il ne vous attaque pas au corps à corps, mais tentera plutôt de vous atteindre avec une boule de feu. Donc là, mais est-ce qu'il peut le faire au corps à corps malgré tout? C'est pas précisé qu'il ne peut pas attaquer. Simplement, il fait pas une attaque avec des dés, quoi. Simplement, il lance une boule, quoi. Ok, donc il me retente de m'attaquer avec sa boule de feu. Avec ses 2 dés, il fait un test de sagesse qui réussit. Et moi. 6 et de 8, je rate, donc je prends un dé de 6 points de dégâts. Aïe 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 aïe, 3. Donc là je pense que c'est un peu terminé pour moi. 1, 2, 3. Donc là j'ai 5 points de vie. Alors si ça descend en dessous de 5, je dois lire un paragraphe. Donc il faut que j'arrive à le tuer là, mince. Allez. Il n'y a plus que 4 points de vie là. C'est parti. 3. Et lui, il fait... cassé. Il fait 1. Oh. Il fait 1. Ce qui me permet de faire 2 plus de 4 points de dégâts. Et donc, j'arrive à le tuer extrême limite. Avec un score de points de vie limité à 5. Hein. Je suis quand même bien pris dans la tronche.
Mais je triomphe. Je vais en I2. Je vais en I2. Vous vous tenez près de la charogne puante. Haletant. Vous êtes pris d'une douleur soudaine dans le flanc. Alors pourquoi une charogne? Ok, bon. Et en baissant les yeux, vous voyez une tache rouge qui s'agrandit rapidement. Ah oui, le mage. Le mage agonisant part d'un éclat de rire odieux et jette la dague noire dont il s'est servi pour vous blesser. D'un coup sec, vous tranchez sa tête cornue, après quoi toutes vos forces vous abandonnent. Au loin, vous entendez toujours le fracas de la bataille. Vous aimeriez rejoindre vos compagnons et affronter le reste de vos ennemis, mais vos jambes refusent d'obéir. Vous tombez à genoux, et dans un ultime effort, vous sortez votre corps et soufflez dedans. Lorsque vous revenez à vous, la première chose que vous voyez est le toit d'une tente. Vous avez survécu, mais vous êtes mal en point. La fièvre vous consume, et vous ne connaissez pas l'étendue de vos blessures. Kaïr apparaît peu après. À sa vue, vous vous efforcez de vous asseoir. Il vous regarde de la mine sombre. « Tu es vivant ?»« Je crois, répondez-vous d'une voix faible. « Et la bataille ?»« Nous avons gagné, mais nous avons subi de lourdes pertes. » À l'évidence, le nain est affligé. Alors, est-ce que j'ai bien compris? Il jette la dague noire dont il a pour vous blesser. Ah oui, d'accord. Il m'a blessé avec une dague noire, pas vraiment. Il s'est surtout... le mage, il m'a surtout envoyé des sorts, en fait. Ok. Bon, bizarre. Ok. Sale affaire, constatez-vous en retombant sur votre couche. Après un instant, vous ajoutez. Merci, capitaine, vous nous avez bien menés. C'est moi qui te remercie. Ce mage aurait pu se révéler fort problématique s'il était passé sur notre flanc gauche pour nous jeter ses boules de feu. Heureusement, tu l'as eu avant qu'il n'y parvienne. Ta blessure est grave, annonce Kaïr. Les médecins du coin ne sauront pas te soigner. Le roi Hernan va envoyer aujourd'hui une délégation vers le nord, à Utgard, par voie maritime. J'ai fait en sorte que tu aies une place à bord du navire. Les meilleurs guérisseurs du monde se trouvent à Utgard. Si eux ne réussissent pas à te guérir, personne n'y parviendra. Il s'interrompt un instant. Si tu es destiné à mourir, au moins tu reverras le royaume sous la montagne une dernière fois, ajoute-t-il plus bas. Merci, capitaine, ce fut un honneur de combattre sous vos ordres. Dors maintenant, on va te transporter sur le navire dans 1 heure. Vous retombez sur votre lit et sombrez dans les ténèbres d'un sommeil sans rêve. Allez à 1. Donc j'imagine que c'est 1, c'est là, le matin. Ok, donc c'est la fin de l'introduction. Alors, j'ai pas bien saisi le coup de la charogne puante, haletant. Pourtant c'est bien I2, je vérifie. Hein. Vous triomphez, ok on fait, 1, 3, 2, non c'est ça. Le mage agonissant part d'un éclat de rire odieux et jette la dague noire dont il servit pour vous blesser. C'est un peu incohérent dans le récit parce que normalement le mage noir justement il attaque qu'avec des boules de feu. Il attaque pas au corps à corps. Donc pourquoi il m'a blessé avec une dague? Je trouve ça un peu bizarre. Je trouve ça un peu bizarre. Mais enfin bon, imaginons qu'il m'a donné un coup de dague, ok. C'est ça qui est la blessure. Peut-être que ça aurait pu être plutôt que le mage un des guerriers. Bon, enfin bon, d'accord. Je vais vérifier quand même s'il n'y avait pas d'erreur particulière. Ok. Passons. On va dire que c'est la première mini truc bizarre d'incohérence. Donc j'espère que ça se multipliera pas trop dans le livre. On verra ça. En tout cas, on a terminé l'introduction. J'imagine que je vais récupérer mes points de vie. On verra ça. Et du coup, on va s'arrêter là pour le moment. On a fait notre première partie de présentation, premier combat, premier questionnement. Donc, on va s'arrêter là pour le moment. Hop. Et puis, il n'y a plus qu'à retenter la suite de l'aventure un peu plus tard. J'espère que ça vous a plu. C'est un nouveau type un peu de jeu. Donc je mène mon petit marque-page sur le chapitre 1 avec aussi mon marque-page pense-bête.
Et puis, je referme le livre pour le moment. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un livre dont on est le héros. Donc c'est rigolo. Après, on va voir si au niveau de la qualité de l'écriture ça suit ou pas. On va se laisser emporter par le récit, hein, on verra bien. On voit un peu l'ambiance du personnage, donc un mercenaire nain, plutôt trapu, plutôt costaud. Pour les combats, faut que je fasse attention. Sans doute qu'il faut que je fasse des choix plus intéressants. Mais après, bah, il y a la chance au dé, hein, quoi. Et bon, ils sont jolis ces dés, très beaux. Mais pour l'instant, ils m'ont pas trop aidé, quoi. Ah, le dé rouge là, j'y fais que des 1 quoi. C'est quoi ce truc là? Faut que je le file à. Faut que je le file à Alex. Celui-là. Faut que je le file à Dark. Faut que je lui offre. Bon bah voilà. Voilà pour le moment. Écoutez, on va continuer l'expérience, hein, on verra bien. Petit à petit, je m'amuserai à revenir et à poursuivre les aventures de Timin, donc le mercenaire nain. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, reposez-vous bien, ou bon boulot, bonne chance, bon courage, tout ce que vous voulez. En tout cas, le meilleur pour vous, et puis on se retrouve une prochaine fois. Voilà, allez, salut tout le monde, bye bye.